Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Olivier Schrammeck. Bonjour Olivier Schrammeck, vous êtes président du CSA. Bonjour. Bonjour, et pour vous interviewer à mes côtés aujourd'hui, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Bonjour. Olivier Schrammeck, dans vos vœux, auxquels j'ai insisté, d'ailleurs vous avez beaucoup insisté sur votre indépendance. Je vous ai entendu même appuyant le regard au moment où vous parliez de ça. Donc depuis 2013, et la loi Filippetti qui garantit l'indépendance du service audiovisuel public, est-ce que vous pensez que cette indépendance est garantie? Quelle est votre définition de cette indépendance au moment où on entend beaucoup de critiques sur ce sujet? L'indépendance, c'est la capacité d'agir en toute impartialité. Bien entendu, nous ne sommes pas dans une tour d'ivoire. Nous communiquons, nous échangeons avec tous ceux qui nous entourent, mais nous ne devons admettre aucune pression, aucune consigne, et c'est le sens même de l'institution que nous constituons. Elle est là pour protéger contre toute pression politique et économique qui influe sur le monde de la communication. Dans le passé, et dans le passé proche, il est sûr qu'il y a eu des incertitudes, des ambiguïtés sur l'indépendance du CSA, et la presse, la radio et la télévision s'en sont fait très souvent l'écho. Le rapport du député PS d'Ille-et-Vilaine, Marcel Rogemont, qui sollicite la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'attribution de la chaîne numéro 23, faisait partie de vos préoccupations? On peut le considérer. Il s'agit de l'attribution de 6 fréquences supplémentaires en juillet 2012. Je n'étais pas président, c'était mon prédécesseur, M. Boyon, qui l'était. Et des questions ont été posées publiquement, soit par des livres, soit par des auditions devant le CSA lui-même, sur les conditions dans lesquelles ont été attribués ces biens gratuits rares que sont les fréquences hertziennes. Je ne vois rien d'anormal à ce que le Parlement s'enquiert de ces conditions d'attribution. Gilles Leclerc. Il y a eu la CNCL, la haute autorité, le CSA réformé déjà par François Hollande. Est-ce qu'on peut encore améliorer aujourd'hui le fonctionnement et l'efficacité de cette institution ? Je crois que cette institution s'est très largement stabilisée, puisque, comme vous l'avez rappelé, depuis 1989, c'est la même. C'est une des autorités indépendantes les plus anciennes. Sa nécessité n'est pas mise en doute. Bien sûr que dans son fonctionnement, on peut toujours apporter des améliorations, mais d'ores et déjà, on peut dire aujourd'hui que c'est une garantie essentielle de notre état de droit. Donc le CSA, pour vous, s'inscrit dans une pérennité sans obstacle. Tout à fait. D'ailleurs, les comparaisons internationales et européennes montrent que dans toutes les grandes démocraties, il y a des CSA. Aux États-Unis, la FCC, qui est plus ancienne encore, et vous le savez peut-être, j'ai constitué un club des régulateurs de l'ensemble de l'Union européenne. Dans les 28 pays de l'Union européenne, il y a 28 CSA. Ce n'est pas un hasard. Et vous vous voyez régulièrement entre présidents? Très souvent. Je me rends encore à Bruxelles le 9 février prochain pour rencontrer l'organisation. Sur l'architecture même du CSA, la semaine dernière, la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale a validé le rapport du député socialiste Marcel Rogemont, dont parlait Cyril Viguier. Et ce dernier estime que le CSA entre directement en concurrence avec l'État et le Parlement parce que vous avez le pouvoir de nommer les patrons de l'audiovisuel public et qu'il y a donc confusion des genres. Qu'est-ce que vous répondez? Monsieur Rogemont ne met pas en cause le fait que le CSA nomme les responsables de l'audiovisuel public. Il a même approuvé dans son rapport ce qu'il appelle la confidentialité de la procédure, le changement étant pour lui de passer d'une autorité à une autorité collégiale. Le CSA est là pour rendre rapport d'abord au Parlement. Et tous les rapports qui lui sont demandés, les études d'impact, les rapports sur les contrats d'objectifs et de moyens, sont là pour étayer, augmenter l'information du Parlement. Mais ce sera en définitive au Parlement qu'il décide. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit que le CSA tirait essentiellement sa légitimité du Parlement. Parlement qui d'ailleurs, je vous le rappelle, nomme les membres du CSA et désormais à la majorité des 2/3. Gilles Leclerc. Olivier Schrammeck, est-ce que le CSA va se mêler de la primaire à droite? Je pense évidemment à la télévision. Est-ce que c'est pas dans ses attributions a priori, mais est-ce que vous allez regarder ça de très près? Alors,
deux angles d'approche dont nous avons parlé dans un premier rapport sur les échéances électorales à venir. Le premier angle tient à notre rôle permanent qui consiste à vérifier que, hors campagne électorale, il y a un équilibre, notamment entre l'opposition et la majorité, et à l'intérieur de la majorité et de l'opposition, entre les différentes formations et personnalités qui les composent. Nous poursuivrons bien sûr cette tâche au moment des primaires, et nous veillerons notamment à ce qu'il n'y ait pas une saturation de l'espace politique qui conduise à des déséquilibres des courants de pensée et d'opinion, ce contre quoi nous devons lutter puisque nous sommes garants du pluralisme. C'est une première approche. La seconde approche, c'est que nous avons ouvert la porte à la possibilité d'être saisis dans une démarche de conciliation et de bons offices, à laquelle, vous le savez, je tiens beaucoup. Il y a des précédents. Le rôle du CSA au moment de l'organisation du fameux débat entre le premier et le second tour de l'élection présidentielle. Il y a de nombreux exemples en matière économique. Bien entendu, les primaires sont organisées par une autorité propre, mais s'il y a des contestations quant au partage des audiences entre les formations, les courants, les personnalités, eh bien, le CSA peut, le cas échéant, d'intervenir. Et pour l'échéance présidentielle de 2017, est-ce que les règles du jeu ont été un peu améliorées ou vont être améliorées? En ce qui concerne les primaires, il n'y a pas d'ordre spécifique, puisque ce ne sont pas des rendez-vous publics. Mais la question se pose, compte tenu de leur influence sur le cours de la campagne présidentielle, d'un encadrement. Encore une fois, c'est aux législateurs d'en décider et non pas à nous. Et pour la campagne présidentielle de 2017, là, les règles du jeu ont un peu changé ou vont changer? Alors, en effet, il y a une proposition de loi de M. Urvoas, le président de la commission des lois, qui est en cours de discussion, qui s'inspire de plusieurs propositions du Conseil supérieur de l'audiovisuel. J'en citerai deux. La première, c'est de généraliser le critère de l'équité pendant ce qu'on appelle la période intermédiaire, entre le moment où les candidatures sont déclarées et le moment où la campagne électorale proprement dite commence. Et l'autre est relative à la fermeture des bureaux de vote afin de la retarder pour éviter que des informations prématurées ne soient diffusées sur les réseaux sociaux et ne déforment par là les résultats du scrutin. Alors, il y a aussi l'idée de plus de diète médiatique le samedi, hein, c'est-à-dire que vous réfléchissez à... C'est une façon de lutter contre l'abstention, vous réfléchissez à toutes les façons de faire aller voter les gens. Tout à fait. En réalité, nous avons fait beaucoup plus de propositions et en particulier de repousser ce que vous avez appelé, à juste titre, la veille médiatique jusqu'au dimanche, donc en gardant le courant d'information et de commentaires le samedi, et puis aussi en prolongeant la période des sondages jusqu'à la mi-journée le samedi, ce qui permet le contrôle de la commission des sondages. Pour l'instant, le législateur n'a pas repris ces idées. Elles sont inspirées par deux principes. Le premier principe, c'est en effet que comme le temps politique est accéléré et court, plus longtemps on parle politique et plus on pousse les électeurs à s'investir dans les opérations électorales. C'est donc une lutte contre l'abstention, comme vous l'avez dit. Et la seconde, c'est que ces décalages, ces contraintes créent une inégalité entre ces formes nouvelles de communication que sont les sites, les blogs, les réseaux sociaux et les télévisions et les radios. Et notre souci, c'est de limiter au maximum cet écart pour éviter que ceux qui ont la responsabilité éditoriale ne soient désavantagés. Limiter au maximum cet écart, mais comment lutter contre des sondages qui arrivent via Internet de l'étranger la veille? Là, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle à l'échelle nationale, mais c'est bien pour cela que j'ai poussé l'effort du CSA vers une coopération au niveau international, car c'est à ce niveau-là que l'on pourra réguler les flux d'informations incontrôlés. Olivier Leclerc, question grand public. Le 5 avril, les chaînes vont toutes passer en haute définition pour une meilleure qualité d'image et de son. Beaucoup de Français aujourd'hui sont pas informés ou mal informés, en tout cas inquiets. Il y en a encore beaucoup qui ont une chaîne râteau avec quelquefois des vieux écrans de télévision. Qu'est-ce que le CSA va faire, tout simplement pour la pédagogie, pour mieux informer les Français? Alors, le gouvernement a décidé de confier
la fonction de communication, non pas au CSA, mais à l'Agence nationale des fréquences, qui a commencé une campagne de communication qui va l'intensifier à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 février avec l'aide de la Poste, c'est-à-dire que chacun va recevoir des dépliants d'informations. Par ailleurs, le gouvernement a accepté pour les personnes qui sont dans des besoins financiers, de leur octroyer une aide, soit pour l'achat d'un dispositif qui permet d'obtenir la haute définition, soit pour la substitution d'un autre dispositif, par exemple un dispositif satellitaire. Au-delà, il y a évidemment toute une série de considérations pratiques, comment aider les personnes à remémoriser les chaînes, ce qui devra être fait à une ou deux reprises suivant les ça lieux. Ça bascule en une nuit. Hein. Donc oui, en fait, il y a trois opérations en une nuit. Il y a le changement de ce qu'on appelle la norme de compression qui permet la haute définition sur tout le territoire. Il y a le début de la réorganisation des multiplexes qui organisent la diffusion des chaînes pour toute la région Rhône-Alpes. Et enfin, il y a le terme de l'extension de la haute définition, de la région Île-de-France, et il y a le terme de la diffusion de la haute définition dans la région Rhône-Alpes. Ce sont donc 3 opérations en une seule nuit, du 4 au 5 avril. C'est un défi technique. Nous pensons pouvoir l'assurer grâce à l'aide active des diffuseurs qui ont obtenu une légitime indemnisation, mais du point de vue de la communication, de la disponibilité des matériels et des hommes, il reste des questions posées et nous sommes conscients de la portée de l'enjeu. Olivier Schrammeck, on revient au rôle un peu de votre institution. Vous êtes régulateur, vous n'aimez pas le terme de gendarme de l'audiovisuel, vous l'avez dit pendant vos vœux. Au fond, depuis la loi Filippetti, on a vu l'émergence, au fond, de 3 énormes groupes dans le paysage audiovisuel français, Bouygues, Vivendi, Altis, au détriment des indépendants. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction avec ce que voulait la loi ? Et comment vous gérez ça vous-même ? Comment vous le ressentez ? L'émergence de ces 3 énormes groupes au détriment, au fond, du pluralisme. De toute manière, le groupe Vivendi existait déjà. Ce sont des changements internes qui sont intervenus en son sein. Il n'en reste pas moins que l'impression générale qui est donnée, c'est celle-là. L'indépendant, qui était le groupe Next Radio, a décidé de s'adosser au groupe Altis. Et d'ailleurs, en l'état actuel des choses, le CSA a considéré qu'il n'y avait pas de raison de s'y opposer. Il y a moins de petits groupes, mais tout simplement parce que pour atteindre la taille critique qui permet non seulement de s'installer sur le marché national, mais de promouvoir sa compétitivité sur le plan international, il est nécessaire de se regrouper. Si l'on regarde l'analyse comparée, comme je l'ai fait la dernière fois, on constate que la concentration est moins forte en France qu'en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en Italie. Donc que de nouveaux acteurs viennent et de nouveaux acteurs puissants sur le marché de l'audiovisuel, c'est un phénomène positif. C'est un phénomène positif, mais qui rend d'autant plus nécessaire un régulateur fort pour recommander, orienter et, s'il le faut, en cas d'abus de position dominante, corriger. Merci, on vous garde avec nous, Olivier Schrammeck, et nous retrouvons dans un instant 3 spécialistes de l'audiovisuel, 3 journalistes qui nous rejoignent après ce jingle, dans un instant. Voilà, c'est Olivier Schrammeck, le président du CSA, qui est l'invité de notre matinale d'info ce matin. Merci Olivier Schrammeck d'être présent sur ce plateau. Vous êtes pas forcément tout le temps sur les plateaux de télévision, malgré votre rôle de président du CSA. Vous aimez ça ? Je les regarde. Oui, mais vous aimez, aller sur les plateaux de télévision ? Dès lors que c'est un dialogue, je trouve que cela joint intérêt et agrément. Merci pour la transition, ça va être le cas. Bonjour, on accueille Renaud Revel de l'Express, on accueille Cyril Lacarrière de l'Opinion. Bonjour. Et on accueille Linda Bourras de Téléstar. Bonjour. Linda. Peut-être Renaud Revel Oui, une question. Président France Télévisions a émis le souhait de lancer une chaîne d'information dans un paysage quand même surencombré déjà. Vous avez émis à l'époque des réserves quant à la montée de LCI sur la TNT. Est-ce qu'il est quand même raisonnable d'ajouter une chaîne d'infos de plus dans un paysage, encore une fois, qui est saturé ?
C'est un projet ancien, vous le savez, qui remonte à 2000, qui n'a pas pu voir le jour auparavant. Et c'est un projet qui a été présenté par Madame Ernotte, candidate à la présidence, dans son projet stratégique. Ceci étant, c'est au gouvernement de prendre la responsabilité. La loi lui confie cette responsabilité. Et le CSA ne sera consulté que pour avis. Mais c'est au régulateur quand même de veiller aux équilibres économiques. Tout à fait. Il doit veiller aux équilibres économiques. Il doit aussi veiller, la loi le dit, à l'exercice de la libre concurrence. La question est de savoir s'il y aura une duplication des programmes de ces chaînes ou si chacune pourra conserver sa personnalité propre. Et vous le savez que nous n'avons accepté le passage en clair de LCI qu'à la condition qu'il s'engage sur des termes financiers, mais surtout sur des termes programmatiques, et que nous sommes actuellement en discussion avec LCI et TF1 sur cette question. Le projet qui a été présenté fin 2015 est à cet égard très différent de celui de juillet 2014, qui s'inspirait précisément de la référence de BFM TV. La chaîne publique d'information aura-t-elle une place sur la TNT et sur quelle fréquence? Alors, là aussi, c'est au gouvernement d'en décider, mais vous savez qu'on en parle de plus en plus, et il y a différents moyens de le faire, objectivement, entre lesquels il n'a pas été choisi. Le CSA a une préférence? Pardon? Non, le CSA n'a pas à exprimer de préférence, c'est au gouvernement d'exprimer sa préférence. Donc je disais que soit de changer le programme d'une des fréquences déjà obtenues par le groupe France Télévisions, soit d'utiliser des espaces disponibles à l'occasion de la réorganisation des fréquences qui va avoir lieu au mois d'avril, soit le cas échéant, si le Conseil d'État confirme le retrait de l'autorisation de fréquence à numéro 23, de se présenter à l'appel d'offres qui suivra. Cyril Lacarrière. Le coût d'une diffusion sur la TNT est assez élevé, c'est plus de 15 millions d'euros. On demande au groupe audiovisuel public de faire des économies. Comment, dans ce cas, justifier que France Télévisions et ses partenaires lancent une chaîne sur la TNT ? Mais, Monsieur Lacarrière, le CSA est d'abord le défenseur et le garant des téléspectateurs et des auditeurs. Et pour nous, le passage à la haute définition est quelque chose de capital pour leur confort et la précision de leur information. On a bien vu que lorsque des manifestations passaient d'une chaîne dite SD simple définition à une chaîne haute définition, le changement était total dans la précision et le confort de l'information. Nous reconnaissons qu'il y a là un coût, mais c'est aux grands opérateurs de décider des équilibres de leur budget et de faire des économies là, tout en consentant des investissements ailleurs. Un paysage audiovisuel français qui en resterait à la simple définition serait rapidement rétrograde et obsolète. Linda Bourras. Oui, alors moi je vais me faire la voix des téléspectateurs. Je sais que sur votre site, les téléspectateurs peuvent déposer des plaintes. Alors sur quoi portent majoritairement leurs plaintes? Est-ce que vous avez remarqué une recrudescence, notamment au moment des attentats, vis-à- les des chaînes info ou autres? La réponse est oui. Il y a eu un doublement quasiment des plaintes après les événements tragiques que nous avons connus. Vous savez que nous avons distingué entre les journées de janvier qui nous ont paru laisser apparaître des anomalies qui ont donné lieu à des avertissements, souvent d'ailleurs mal supportés par les rédactions, et les journées de novembre qui, elles, nous ont paru parfaitement dans leur retransmission respectueuses des valeurs et des principes dont nous avons la garde. Et incontestablement, les interventions que nous avons faites au mois de février ont été largement inspirées par les plaintes du public, notamment par le problème de la désignation d'otages ou de personnes cachées. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Oui, bien sûr. Beaucoup tiennent à la déontologie, comme on disait traditionnellement. C'est-à-dire que les conventions passées avec les chaînes conduisent à
nous conduisent à observer l'honnêteté, la rigueur de l'information. Les déclarations parfois excessives sont faites, par exemple, à l'occasion de débats, et il importe au meneur de jeu, à l'animateur de l'émission, d'assurer ce que nous appelons la maîtrise de l'antenne, c'est-à-dire de faire observer lorsque des observations vont au-delà de ce qu'il est convenable de dire, soit dans les termes, soit quant au fond. Renaud Revel, puis Cyril Lacarrière. Une question sur France 3, Président. Lors de l'appel à candidature pour la présidence de France Télévisions à l'époque, certains des candidats avaient émis le souhait, qui me paraissait une bonne idée, d'adosser quand même la réforme territoriale à la recomposition, en tout cas, du périmètre de France 3, et surtout à un redéploiement de ses effectifs, qu'on sait pléthorique. Ça a été fait en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne de longue date. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une bonne idée ? On est un peu frappé quand même par l'inertie qui règne au sein de ce groupe. Hein. On parle de France Télé. C'est à la présidente de France Télévisions de prendre ses décisions en la matière. Dans son projet stratégique, elle n'a pas du tout esquivé cette question. Nous savons tous que c'est une question extrêmement sensible parce qu'elle tient à la territorialisation de l'information. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée en soi, en tout cas sur le papier ? En soi, tout ce qui peut permettre une meilleure rationalisation doit être considéré, mais il faut prendre en compte la situation des personnes. Cyril Lacarrière. Vous avez évoqué, Président Schrammeck, le cas de LCI. Pourquoi LCI n'est-elle toujours pas sur la TNT gratuite ? Votre décision date déjà d'il y a plus d'un mois. Dès l'abord, j'avais dit qu'il faudrait au moins quelques semaines pour que le passage se concrétise. Pourquoi ? D'abord parce que, je l'ai rappelé tout à l'heure, la décision que nous avons prise est positive et subordonnée au respect des engagements que LCI a pris. TF1 se proposait de mettre en place ces engagements seulement à la rentrée, en septembre. Mais le CSA n'a jamais approuvé une telle démarche. C'est une fois les engagements remplis que la chaîne peut passer en gratuit. Sinon, on crée un désavantage relatif ou un avantage relatif, suivant le côté de la concurrence où l'on se place, au bénéfice ou au détriment d'une des chaînes. Et nous devons discuter de ces engagements qui doivent être inscrits dans la convention qui va lier LCI au CSA, puis nous aurons à régler des détails techniques d'insertion dans le nouveau complexe de multidiffusion de la TNT gratuite. Enfin, nous aurons à décider de la numérotation. Donc c'est pour quand ? Eh bien, c'est pour dans quelques semaines et au plus tard, cette fameuse nuit du 4 au 5 avril. Renaud Revel ? Pardon, mais qu'est-ce qui concrètement coince avec TF1 dans cette discussion ? Ce sont des formulations que nous avons proposées à TF1. C'est une négociation normale, classique. Les travaux sont denses, réfléchis, mais il n'y a aucun conflit ni aucune crise entre nous. Est-ce qu'il est compliqué de tenir bride courte un peu le chaîne de la TNT ? On observe des fois des choses assez curieuses. Je prends l'exemple de RMC Découverte qui diffuse quand même son antenne les journaux de Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que quelque part il n'y a pas un glissement des cahiers des charges qui finit par vous échapper et que l'État semble un peu parfois débordé par la liberté que s'octroient les chaînes en question ? Il y a une évolution du paysage audiovisuel français qui se traduit évidemment par des glissements programmatiques. Et notre perspective, nous avons lancé une étude sur cette question il y a quelques semaines, c'est un réexamen systématique des conventions que nous passons avec les chaînes à la lumière des rapports d'exécution des programmes que nous faisons annuellement. Et je vous rappelle qu'il est question que la loi elle-même se penche sur cette question, puisqu'une proposition de loi a été déposée qui astreint à une révision périodique des conventions passées avec nous. Nous n'y voyons que des avantages. Linda Moura. Oui, alors je voulais que nous évoquions la fin de la publicité dans les programmes jeunesse de France Télévisions. Alors, les députés écologistes veulent faire passer cette loi, le gouvernement s'y oppose. Quel est votre point de vue ? La position du Conseil supérieur de l'audiovisuel a toujours été la concertation et l'échange. C'est dans ce cadre que nous avons signé des chartes,
notamment des chartes sur l'alimentation. C'est dans cet esprit aussi que, en liaison avec l'autorité de vérification de la publicité, l'autorité de régulation de la publicité, nous veillons à ce que les publicités soient adaptées au public. C'est un des motifs de plainte dont nous parlions tout à l'heure. Donc, a priori, nous préférons toujours la régulation à la législation. Par ailleurs, nous sommes attentifs à la situation financière de France Télévisions. Une question sur le jeunisme et le vieillisme, comme je ne sais pas comment on dit. Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, veut rajeunir les grilles de programme de France Télévisions. Michel Drucker s'en est un peu ému au nom de son âge. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon débat? Aux États-Unis, en Angleterre, on voit bien effectivement que la moyenne d'âge des présentateurs, des journalistes est assez élevée. Il y a un tropisme en France, effectivement, sur l'âge, à la fois des journalistes et des animateurs. C'est une question qui vous émeut, Président? D'abord, cette question n'est pas de ma compétence, elle est de la compétence des dirigeants de chaîne. Mais nous sommes apôtres de la diversité. Et cette diversité, ce n'est pas un privilège donné à une tranche d'âge par rapport à une autre. Il y a dans la France d'aujourd'hui un problème de ce qu'on appelle souvent avec facilité les seniors. Nous devons y être aussi attentifs que l'accès des jeunes aux moyens d'information. Il y a un sujet producteur-diffuseur, Cyril Lacarrière. Il y a un sujet producteur-diffuseur, effectivement. Vous avez publié la semaine dernière une étude montrant que le paysage de la production audiovisuelle française est extrêmement divers et très différent, par exemple, du paysage britannique. Pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à faire émerger des champions français de l'export, de l'audiovisuel, comme l'appelle Fleur Pellerin? Il y a des champions de l'export. Le tableau que nous avons dressé n'est pas un tableau négatif. Nous pensons que ce n'est que par des accords entre producteurs et diffuseurs que nous ferons évoluer ce secteur. Et un exemple a été l'accord passé par France Télévisions le 10 décembre dernier. Nous avons souhaité créer une zone, nous avons parlé d'une troisième voie, à l'intérieur de laquelle les règles fixées par les lois et règlements puissent connaître des dérogations en fonction d'accords conventionnels. C'est toujours la même philosophie, l'accord, la convention, plutôt que la réglementation et la législation. Linda, oui, je voulais savoir ce qu'il en était du comité d'éthique Canal+. Vous avez rencontré Vincent Bolloré, qu'est-ce qu'il en est? Alors, le comité d'éthique Canal+ n'est pas de notre responsabilité. Nous avons eu une discussion avec Canal+, qui a été longue. Nous avons formulé, c'est vrai, des objections en ce qui concerne des membres du comité dont il s'est avéré qu'ils avaient des liens matériels avec le groupe Vivendi. Mais ce qui nous importe le plus, c'est évidemment que rapidement soit élaborée la charte de comportement et de garantie à laquelle s'est engagé le président de Vivendi. Et cette charte fera revivre un document antérieur qui existait jusqu'en 2005 et qui a disparu depuis. Un mot sur les télés locales, Olivier Schrammeck, président du CSA. Comment les aider à survivre, à se développer? Elles appartiennent en grande majorité ou elles ont au moins des liens capitalistiques avec la presse quotidienne régionale qui, vous savez, est partenaire de Territoire d'Info. C'est un objectif extrêmement important. Les télévisions locales sont des acteurs essentiels de la territorialisation de notre pays. Ça va être une priorité du CSA? Nous négocions en appui à leurs revendications. Et en ce moment, il y a une discussion sur les coûts de diffusion sur ce qu'on appelle le R1, c'est-à-dire le premier des multiplexes, le plus important, le multiplex public, afin que les chaînes locales payent moins qu'auparavant leurs coûts de diffusion. Une toute petite question personnelle. Vous avez connu la vie politique intense. Vous étiez directeur de cabinet d'un Premier ministre de cohabitation, Lionel Jospin. Vous êtes président du CSA. On dit que ce sont deux mondes impitoyables. Quel est le monde le plus dur des deux? Qu'est-ce que vous ressentez à titre personnel? C'est sans doute celui des médias en raison de la pression de l'argent. Merci. On va regarder les unes des trois journalistes qui sont avec nous. L'Express, celle de Renaud Revel cette semaine, Maîtriser son temps. Celle de Cyril Lacarrière, L'Opinion, avec une grande interview regardant Netflix, qui est un vrai problème. Oui, une grande interview de Pascal Breton. C'est le producteur de la série Marseille, produite et financée par Netflix. Voilà, c'est pas le titre de la une, mais c'est à l'intérieur. Et Linda Bourras pour Téléstar. Oui, voilà, on parlait aussi des
les chaînes de la TNT du passage en HD. Donc là, il y a un guide pratique aussi pour C'est tout aussi comprendre. la pluralité dans les journaux télé. C'est très important. Merci Olivier Schrammeck d'avoir été notre invité dans cette matinale d'info. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée à tous et à demain. Merci à vous.